Salut famille, on espère que vous allez super bien. Encore une fois de plus, nous on va également super bien et nous sommes vraiment ravis d'être avec vous ici déjà. Donc, comme vous l'avez remarqué, je suis toujours avec mon acolyte, mon client en fait. Voilà, donc, vous êtes déjà habitués, vous voyez déjà. Donc, on va vraiment aller droit au but. C'est pourquoi on est venu en fait, c'est pourquoi on est là. Donc, si vous vous souvenez, on est dans une suite assez chronologique pour que vous puissiez suivre en fait là où nous sommes vraiment en train d'aller. On avait premièrement parlé d'étudier et d'entreprendre. On avait fait le relief et après cela, on a un peu tourné vers le monde de l'emploi. Aujourd'hui, on va continuer en fait dans cette veine-là, mais on va vraiment s'appesantir sur le chômage, plus précisément en Afrique de l'Ouest. On parle de ce qu'on connaît et on pense que c'est la meilleure des choses après, parce qu'il ne faudrait pas qu'on vienne se prononcer sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Donc, comme à mon habitude, je vais faire une lecture de quelques recherches que nous avons pu mener. Et puis, basé sur ces recherches-là, nous allons discuter, nous allons plus ou moins argumenter. Et puis, on espère qu'à la fin, on pourra quand même venir avec 2 ou 3 solutions qui pourront aider plus d'un ou nos communautés. Donc, c'est parti. Je lis. Donc, dans mes recherches, je suis tombé sur un article. Et puis, j'ai trouvé vraiment l'article très intéressant en fait. Donc, je partage avec vous. Donc, dans une région où 65% de la population a moins de 30 ans, le manque d'opportunités d'emploi offre de moins en moins d'alternatives à la jeunesse ouest-africaine, qui finit souvent par choisir la violence et l'immigration, selon un rapport de l'ONU. Il n'est pas normal que 65% de la population de moins de 30 ans soit dans sa grande majorité sans perspective d'avenir, a déclaré l'envoyé spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest lors d'une conférence de presse. C'est ce qu'il déclarait. Il disait encore: le chômage des jeunes constitue une menace très sérieuse pour la sécurité et la stabilité de la sous-région. Donc, on comprend aisément que parler du chômage, c'est vraiment important. S'il dit que le chômage affecte la sécurité, il va s'en dire qu'il faudrait vraiment qu'on s'apitoie sur ce sujet, puis qu'on essaye vraiment de réfléchir et de venir plus ou moins avec des solutions viables et qui vont aider. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est de parler de la population jeune, de moins de 30 ans surtout, parce que c'est vraiment de nous qu'il s'agit. C'est vraiment nous qui sommes aptes à travailler. Et puis aussi de créer un lien entre cela et le taux de chômage, pour ensuite aboutir sur tout ce qui est comme insécurité en Afrique de l'Ouest typiquement. Donc, on ne va pas vraiment tourner autour du pot. Moi, je vais aller direct crescendo. Mais bien avant de partir, je voudrais aussi qu'à chaque fois qu'on évoque une thématique, qu'on puisse donner déjà une définition pour permettre aux personnes d'être quand même, d'avoir une notion de ce dont on parle. Donc, pour les recherches que j'ai pu mener, on définit le chômage comme un état déséquilibré du marché du travail, caractérisé par un excès d'offres de travail. Je sais que ça peut paraître quand même assez ambigu, il y a de gros mots. Donc moi-même en lisant, j'ai dû relire 2 à 3 fois. Donc moi particulièrement, si moi je dois définir le chômage pour moi je dis c'est l'aptitude d'une personne, d'un jeune qui a étudié, qui a fini ses études et qui n'a pas encore eu d'emploi. Moi, c'est une telle personne que je qualifie comme chômeur. Merci. Dans le contexte africain. Et toi, comment toi tu définis le chômage? Moi, je pense qu'effectivement, c'est ça. Être au chômage, c'est avoir un diplôme, sembler avoir toutes les requirements, qu'il faut pour, on va dire, exécuter certaines tâches ou avoir un métier spécifique. Donc, quand une personne a un diplôme, je prends un exemple, quelqu'un qui a un diplôme en droit, normalement, il doit pouvoir avoir un métier dans ce domaine-là, normalement, puisqu'il a étudié pour ça. Mais lorsque il y a moins d'offres que de diplômés, toutes ces personnes qui n'arrivent pas à avoir une situation professionnelle, on peut les considérer comme chômeurs, sachant très bien qu'elles sont à la recherche de travail. Là, ce sont des chômeurs, mais une personne qui a un diplôme, mais qui n'applique pas pour des jobs ou qui ne se démène pas pour avoir un travail, on ne peut pas le considérer comme chômeur.
Donc c'est comme ça, moi je vois vraiment la chose. Ah, c'est quand même cool. Hein. C'est vrai, il y a 2 ou 3 ressemblances, mais il y a 2 ou 3 divergences. Et c'est ce qui rend vraiment la chose plus ou moins intéressante. Si vous avez une définition particulière du chômage, n'hésitez pas à partager cette définition avec nous en commentaire pour que nous aussi on puisse quand même apprendre. Maintenant, allons vraiment crescendo. Pour toi, quelles sont les principales causes de chômage en Afrique de l'Ouest? C'est-à-dire quand tu regardes le contexte de l'Afrique de l'Ouest. Et puis peut-être si tu veux peut-être aller un peu plus deep, la Côte d'Ivoire par exemple. Pour toi, quelles sont les véritables causes du chômage? Moi je pense qu'il y a plusieurs causes. Ça peut être premièrement, on va dire, la croissance démographique. Okay. Parce que ces dernières années, en termes de population, il y a vraiment une croissance démographique assez accélérée. Du coup, normal qu'il y ait en fait plus de diplômés que d'offres disponibles. Ça peut être une raison. Okay. Maintenant, deuxième raison, ça peut aussi être je pense, on va dire l'inadéquation entre l'offre et la demande. C'est comme sur tout marché en fait. Ouais. S'il y a plusieurs personnes qui appliquent pour un job, alors qu'il y a moins de place, forcément il y aura des personnes qui n'auront pas de place. Et ce qu'on a constaté, c'est ça en fait, c'est qu'il y a plusieurs diplômés qui ont eu des diplômes dans des domaines où il n'y a pas d'offre. Je prends par exemple, quand tu vas à l'université, il y a énormément de personnes qui vont aller faire lettres modernes par exemple. Ok. Et ces personnes-là, on va dire, la voie directe, c'est être professeur de lycée généralement, parce qu'un professeur d'université, il faut avoir le doctorat, tout ça prend plus de temps. Mais généralement, quand ils ont le master ou la licence, c'est devenu professeur de lycée. Mais combien d'écoles sont construites par an en Côte d'Ivoire? Combien de lycées sont construits par an? Du coup, ça fait que les gens ont des diplômes et l'État qui est censé les insérer n'arrive pas en fait, parce qu'il y a plus de personnes que de postes disponibles. Donc ça, il y a inadéquation en fait. Ça peut s'expliquer de cette manière. Maintenant, le privé, qui devrait aussi aider l'État dans, on va dire, la création d'emplois, n'arrive pas, parce que dans une entreprise privée, il y a on va dire, des emplois, des départements spécifiques. Et on emploie les gens en fonction de leurs skills, de leurs compétences. Et une personne qui a fait, on va dire, lettres modernes ou philosophie, est-ce que moi, dans ma start-up, j'ai besoin de quelqu'un qui a un master en philosophie? J'aurais peut-être besoin de quelqu'un qui a un master en informatique. J'aurais peut-être quelqu'un qui a un master en design, ou quelqu'un qui sait juste le faire en fait. Tu vois, donc j'aurais plus tendance à prendre des gens qui ont les skills qu'il me faut, pas des gens qui ont des connaissances théoriques juste parce qu'ils ont un diplôme en fait. Parce qu'il fait que forcément, il y a des phasages dans le sens où les gens ont des diplômes, puisque la majorité en fait font des matières en vrai dont le marché n'a pas besoin. Du coup, forcément, je pense que ça crée en fait ce taux de chômage élevé. Moi, je pense que en résumé, c'est vraiment 3 causes. Premièrement, la croissance démographique, ce qui est naturel. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, l'inadéquation entre l'offre et la demande. Les diplômes que les étudiants ont et puis les opportunités que le marché a à offrir. Tu vois? Et troisièmement, les startups aussi qui devraient aider, même on va dire en formant ces jeunes-là, même si a priori ils n'ont pas fait les études qu'il faut pour le poste, mais juste les insérer et puis investir le potentiel là afin qu'ils puissent aussi en fait se développer. Mais c'est pas le cas, vu que voilà, eux ils préfèrent des gens. Et moi je comprends en fait l'entrepreneur, lui il a des ressources limitées, il doit investir dans un pool de talent qui va lui ramener de l'argent. Du coup, investir dans d'autres personnes et espérer avoir un taux sur investissement, lui, c'est comme s'il est en train de perdre. Ce qui fait que voilà, je pense que ça peut être les causes du chômage en Côte d'Ivoire. D'accord. Je pense que pour l'une des premières fois, je vais aller dans le sens opposé, genre catégoriquement opposé à tout ce que tu viens de dire. D'abord, concernant le fait qu'on est face à une croissance vraiment galopante, c'est vrai, on avait rappelé une fois, la population africaine est l'une des populations, ou bien si tu veux, l'Afrique détient l'une des populations jeunes. Et ça, c'est vraiment bien à mon humble avis déjà. Maintenant, après, moi, j'essaie un peu de sortir de l'Afrique de l'Ouest, de sortir même du continent africain. On connaît tous des pays qui ont une population aussi dense, qui ont une population jeune aussi qui évolue, mais où le taux de chômage est moindre en fait, où le taux de chômage n'est pas assez conséquent
tel qu'on le voit particulièrement en Afrique. Donc, je me dis, je continue toujours dans mes réflexions à me demander, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons spécifiques à notre situation en tant qu'Africains qui fait que nous nous retrouvons plus ou moins dans cette sphère-là, à planer et puis à voir tous ces gros chiffres-là qu'on a l'habitude de voir. Je sais qu'une fois, le président français, Macron, a dû se prononcer sur le fait que on est vraiment trop peuplé en tant qu'Africain déjà sur le sol, tout ça, et puis ça a créé une polémique, tout ça. Mais sans perdre de vue aussi qu'il y a certains endroits qui sont encore plus peuplés que nous, tels que, bon, c'est vrai, on va pas faire des comparaisons, mais aujourd'hui, la Chine avoisine pratiquement la population africaine, pareil un peu pour l'Inde aussi, tu vois. Mais nous, en tant qu'Africains, comment je regarde en fait la chose en tant qu'un Africain, je me dis que le problème, il est peut-être ailleurs. Peut-être, ça peut être la démographie, mais peut-être que le problème peut se trouver ailleurs. Maintenant, concernant le deuxième aspect que tu as énuméré, personnellement, il faudrait aussi qu'on envisage un tant soit peu le secteur public, parce que je pense que depuis qu'on a commencé, la plupart de nos échanges, je sens qu'on est vraiment orienté plus secteur privé, secteur entrepreneuriat, tout. Mais je sais que dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est le secteur public qui est censé absorber, on va dire, une très grosse majorité de tous ces étudiants talentueux qui sortent des grandes écoles publiques, même généralement, la plupart du temps. Tu vois un peu. Donc, je me dis, certes, les entreprises ou le privé a son rôle à jouer, mais l'acteur principal, pour moi, personnellement, c'est l'État. Moi, je pense que l'État a sa part à jouer, en fait. Tu vois. Par contre, par rapport au système économique qu'on a choisi, tout change. Ok. Nous, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est un pays capitaliste. Ok, c'est un pays capitaliste, ce qui veut dire que le pouvoir appartient aux particuliers. Dans le sens où c'est les particuliers qui créent en fait la majorité des emplois. Par exemple, aux États-Unis, qui est l'exemple du capitalisme pur, tu vois que ce sont les entreprises privées qui emploient le maximum de personnes. La plupart des personnes qui travaillent dans le public, entre guillemets, tu vois, les policiers et tout, mais c'est une minorité. Et le travail de l'État dans un système capitaliste, c'est de favoriser en fait le développement des startups, le développement des entreprises, que ce soit PME ou startups. Donc de mettre en place l'écosystème qu'il faut, donc en termes de sécurité, bonne gouvernance, et favoriser en fait le développement de ces entreprises à travers plusieurs lois et tout. Tu vois, donc ça en fait c'est le rôle de l'État dans un système capitaliste. Et étant donné que nous sommes partis sur cette base, je pense que l'État a divisé sa responsabilité, ou elle a une responsabilité, ses responsabilités régaliennes en fait en tant qu'État, et les autres responsabilités appartiennent aux particuliers. Tu vois, ce qui fait que moi je peux pas vraiment, j'ai du mal à vraiment à considérer l'État comme l'organe qui doit créer le maximum d'emplois, mais qui doit faciliter en fait ça, mais pas créer. Par exemple, en Chine, comme tu as pris l'exemple par exemple, en Chine, c'est un pays communiste. Ouais, c'est clair. C'est l'État qui partage les richesses. Alors que dans un système capitaliste, ce sont les particuliers en fait qui partagent les richesses. Du coup, ça change un peu la donne en fait. Ce qui fait que moi, chaque fois, j'essaie de penser en fait vers le privé. Je me dis que si l'État favorise, l'État met en place l'infrastructure ou les systèmes qu'il faut, le privé fera le reste en fait. Tu vois, du coup, étant donné qu'on veut que le privé crée le maximum d'emplois, on doit se baser sur les besoins du privé, pas sur les besoins du public. Parce que c'est ce qui n'a pas changé en Côte d'Ivoire en fait. On crée toujours des diplômés qui vont travailler à la fonction publique, pensant toujours que c'est l'État qui doit les insérer. Parce que si l'État doit t'insérer, c'est ok, si tu deviens magistrat, tu es magistrat, on va dire public, tu travailles pour l'État. Tu vas à l'ENA, c'est pour l'État. Il y a des domaines spécifiques où l'État a toujours la même mise en fait. Mais c'est déjà rempli. Je reviens même là-dessus. Merci que tu puisses énumérer cela. Je suivais un reportage récemment parlant un peu des concours du public en fait. Un exemple très simple. Généralement, quand les périodes arrivent, on dit qu'il y a 6000 places. Exactement. Pour plus de, on va dire à peu près 10 000 candidats. 20 000 souvent, ouais. Merci, 20 000, 30 000 candidats. Mais
pour toi, est-ce que tu penses que... Parce qu'en même temps aussi, tu as parlé de gouvernance, en fait. Tu es en train de dire plus ou moins que l'État est censé créer l'environnement approprié pour que les entreprises, les entrepreneurs créent au maximum de l'emploi. Mais est-ce que tu penses que, regardant ces agissements-là, l'État vraiment crée cet environnement-là? Est-ce que la gouvernance est assez propice pour que cet environnement-là existe afin de faciliter les entrepreneurs ou bien les entreprises privées à absorber le taux de chômeurs ou bien le taux d'étudiants qui finissent et qui sont vraiment aptes à travailler pour toi? Qu'est-ce que tu en penses en fait? Prenons l'exemple si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, l'État, comme tu as dit, les concours sont ouverts lorsqu'il y a des places. Okay. Donc par exemple, on va recruter de nouveaux professeurs s'il y a de nouvelles écoles qui sont construites. N'est-ce pas? Maintenant, il y a moins d'écoles qui sont construites, soyons honnêtes. Du coup, l'État ne peut pas absorber tous ces diplômés-là. Okay. Si, à la même fréquence à laquelle on créait des diplômés, on créait des écoles ou les institutions qui peuvent les absorber, il n'y a pas de problème, le taux de chômage aurait été réduit. Mais vu que ce n'est pas le cas en fait, l'État fait sa part et le reste, le public doit faire, et le privé doit faire, pardon. Okay. Maintenant, comment le privé arrive à faire cela si l'État, comme tu l'as dit, est-ce que l'État met à la disposition du privé les infrastructures et les systèmes qu'il faut? Moi, je pense que non. Ok, je pense que non parce que quand tu regardes l'environnement start-up en Côte d'Ivoire et l'environnement start-up par exemple au Rwanda, c'est différent. Ouais. Au Rwanda, je peux ouvrir mon entreprise en une journée. Okay. Tout est digitalisé en fait. Donc en une journée, j'ai ma boîte. Donc okay. Tout le monde peut devenir entrepreneur en fait. Je vois. En une journée. En Côte d'Ivoire, c'est pas le cas. Ouais. Déjà, c'est pas ça, ce qui veut dire que ça facilite pas. Deuxièmement, même quand les entreprises qui arrivent à sortir en fait la tête du trou et tout, qui sortent un peu, est-ce que l'État leur donne les marchés? Parce que pour construire les routes, l'État a l'argent, mais c'est une entreprise privée qui construit les routes. Mais est-ce que ces entreprises sont ivoiriennes? Est-ce à dire qu'il n'y a pas d'entrepreneurs ivoiriens dans ce domaine? Je ne pense pas, il y en a, mais est-ce qu'ils ont les marchés? Non. Donc l'État ne favorise pas parce que une chose c'est de favoriser la création d'entreprises, une autre chose c'est d'aider ces entreprises à grandir. Soit par les financements, soit en leur donnant des marchés. Mais combien d'entreprises ivoiriennes, de start-up ivoiriennes ont les gros marchés en Côte d'Ivoire? Il y a très peu en fait. Exemple au Rwanda. Lorsqu'une entreprise vient au Rwanda, qu'elle soit étrangère ou multinationale, on va te dire prends 50% de locaux. N'est-ce pas? Et un travail qu'un local peut faire, donne pas ça à un étranger. Donne pas ça à un étranger. Et c'est leur... Et pourquoi non, c'est pas pareil en fait? Tu vois, l'État ne fait pas ça. Étant donné que l'État ne fait pas ça, donc ça veut dire que l'État ne fait pas son travail. C'est lui d'aider en fait les startups, les entreprises, le secteur privé à se développer en fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de confiance par là? Parce que je prends un exemple très simple. On vit dans une maison. Moi, je te procure tout ce qu'il faut, par exemple, pour étudier, pour être excellent dans ce dans quoi tu veux vraiment exceller. Tu finis ton parcours. Tu es apte à travailler. Et puis, moi, j'ai un travail que je préfère donner à une autre personne aussi qui est apte à travailler comme toi. Est-ce que c'est pas parce que j'ai pas du tout confiance en toi que j'agis comme ça? Ça peut être le manque de confiance, mais ça peut aussi être la conception même que toi-même tu as par exemple de ton frère africain. Par exemple, ton statut en tant qu'étudiant change du moment où tu obtiens un diplôme étranger et tu vas en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, ce qui veut dire que déjà, même dans la conception, même des gens qui ont créé le système en place, ils ne font pas confiance déjà à ce qu'ils t'ont appris. Du coup, on se dit que lui qui vient, en fait, tu peux avoir un bachelor en Côte d'Ivoire, j'ai un bachelor à l'extérieur. Quand je viens, les gens vont plus respecter mon bachelor que ton bachelor. Peut-être pas. Peut-être même tu connais mieux que moi, en fait. Mais ça, je dirais, c'est psychologique, en fait. C'est seulement une conception, une manière de voir les choses qui fait que, bon, toi, tu ne vas pas me faire confiance. Alors que c'est toi, par exemple, c'est l'État qui nous a dit, ok, de la 6e à la 5e, bon, du CP1 au CP, voici ce qu'on étudie. C'est l'État qui a décidé. À part du collège jusqu'en terminale, c'est l'État qui décide. L'université, c'est pareil. Ce qui veut dire qu'il décide pour nous en nous disant, voici ce que vous allez apprendre. Quand vous allez finir d'apprendre ça, je vais vous insérer. Mais pourquoi ils ne nous insèrent pas en fait? Et ils vont prendre d'autres personnes ou ils vont donner des marchés à d'autres entreprises. Ça veut dire qu'ils ne croient pas en nous.
Moi, c'est dire, c'est qu'ils ne croyaient pas en nous et ils ne croyaient même pas au système qu'ils ont eux-mêmes mis en place, en fait. Donc, si je comprends bien ta façon de faire, les marchés doivent être exclusivement donnés aux Ivoiriens. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Aux Ivoiriens quand il y a de la compétence. Si je comprends Voilà, bien. ça c'est mon point. Quand il y a de la compétence, on priorise d'abord le national, les entreprises, les PME nationales. Pourquoi? Parce que quand ces entreprises créent de la richesse, ils réinvestissent dans l'économie nationale. Mais quand une multinationale crée de la richesse, elle sort avec son argent. Et c'est son droit. Je ne suis pas contre le fait de donner le marché aux étrangers. Je suis totalement ouvert à ça. Mais seulement si nous, on ne peut pas le faire en fait. Tu vois? Parce qu'en faisant cela, en fait, on contribue à la réduction du taux de chômage. Parce que quand tu donnes un marché à une start-up, à une entreprise et tout, elle a besoin de main-d'œuvre. Ouais. Du coup, elle va embaucher des gens. Parce qu'une entreprise, c'est en fonction de ses revenus qu'elle fait des dépenses. Donc, si elle n'a pas de marché, il faut être sûr qu'elle ne va pas employer les gens. Je suis vraiment d'accord avec toi parce que une personne opposée à ce que tu dis pourrait penser du genre, mais écoute, après, quand l'État fait appel, fait des offres, et puis il y a une entreprise extérieure qui répond à l'offre et qui obtient le marché qui vient, prenons l'exemple du pont par exemple, et qui commence à bâtir un pont en Côte d'Ivoire déjà, elle va nécessairement embaucher des Ivoiriens, tout. Mais en même temps, là où je te rejoins, c'est sur le fait que elle va embaucher des Ivoiriens, mais c'est généralement des Ivoiriens qui viendront, je veux dire, préparer le matériel. C'est vraiment au plus bas niveau. Exactement. Et c'est là où l'argent ne va pas circuler. Parce que quand elle va les embaucher, c'est du genre la journée à 2000 francs. Cependant, les personnes même qui vont vraiment gagner, ces personnes qu'on va appeler peut-être des ingénieurs, toute cette administration qui vont mettre autour du projet, hein, généralement ces personnes viennent d'ailleurs. Donc ils vont prendre une bonne partie de la somme de l'investissement et ils vont bouger. Donc j'aimerais que ceux qui nous suivent quand même arrivent à faire quand même la vraie différence dans ce que nous sommes en train de dire en fait. Pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas homophobe, nous ne sommes pas dans une démarche du genre être vraiment calqué sur nous, même quand c'est pas ça, même quand on ne peut pas répondre aux besoins vraiment calqués sur nous, c'est pas du tout ce que nous sommes en train de dire. On regarde, il y a des Ivoiriens qui sont talentueux, ils peuvent faire le travail et on se dit l'argent va quand même circuler en Côte d'Ivoire. Ce qui me pousse à te poser la question suivante, la troisième question. Parce qu'en réalité, on a déjà répondu à la deuxième question sans s'en rendre compte. Mais avant de lire la troisième question, c'est parti d'un constat. Toujours dans mes recherches, hein, je lis puis je tombe sur un truc vraiment intéressant. Tu vas quand même voir le bail. Il y a de plus en plus de jeunes qui travaillent et qui obtiennent leur diplôme. Et lorsqu'ils finissent d'obtenir leur diplôme, ils ont la possibilité généralement de travailler ou d'être plus ou moins entrepreneurs. Donc, on rencontre une jeune sénégalaise qui s'appelle Isabelle, une étudiante de 25 ans en 5e année de médecine. Et puis, on lui demande, en travailler au Sénégal, quand tu vas finir tes études, et puis travailler ailleurs, ou bien évoluer dans un autre continent, l'Europe ou l'Amérique, qu'est-ce que tu choisis de faire? La fille, elle laisse même pas le temps à la personne qui pose la question de terminer. Directement, elle répond, mais que, enfin, le gars, ça va pas chez lui. Quand le gars pose une telle question, il s'attend à quel genre de réponse? Que c'est tout à fait normal et légitime, selon ce que je lis ici sur l'article, qu'elle parte ailleurs, qu'elle parte voir ailleurs, du genre qu'elle parte en Europe. C'est le premier choix. Et puis, elle prend en exemple des professeurs du public ou du privé qui travaillent au public, mais pour joindre les deux bouts, sont obligés d'aller chercher du travail ailleurs. Donc, finalement, de se retrouver avec 2, 3, 4 activités ou jobs, si on veut, au travail, pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc, quand elle regarde, ça ne lui donne pas envie. Donc, toi, dans ce contexte-là, est-ce que tu penses qu'on est arrivé à un point, nous, jeunes Africains, quand on finit nos études, où on se dit, on est tellement aussi désespéré que ça, que la meilleure solution pour nous, c'est de fuir l'Afrique, c'est de quitter le continent africain
c'est d'aller voir ailleurs parce que généralement en Afrique on est mal payé quand on travaille. Qu'est-ce que ça t'inspire ça en fait ça? Moi ça m'inspire en fait deux sentiments différents en fait. Parce que quand elle dit, c'est pas une question qui doit être posée, elle va naturellement partir en Europe. Ma question c'est pourquoi elle dit qu'elle va partir en Europe. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'offre au Sénégal qu'elle décide de partir là où en fait voilà, c'est plus vert. Ok. Ou bien c'est juste parce qu'il y a deux offres et elle se dit bon, la meilleure c'est je vais à l'extérieur. Parce que en tant que professionnel, ok, il y a deux choses. Il y a d'abord tes intérêts et puis il y a les intérêts de la patrie. Je t'explique pourquoi je dis ça en fait. Il y a tes intérêts et les intérêts de la patrie. Je prends un exemple. Nous, on est sortis. On est étudié à l'extérieur et tout. Du coup, nos aspirations, nos attentes ont changé. Pour par exemple quelqu'un qui est, on va dire, resté en Côte d'Ivoire, qui a fait tout son cursus en Côte d'Ivoire, si on lui donne un salaire normal, le salaire d'un professeur par exemple, c'est 500 000 par exemple. Si lui on lui donne 500 000, parce qu'on a grandi dans ce système où 500 000 c'est beaucoup d'argent, tu es bien. On est d'accord que tu es trop bien. Non, t'es bien, t'es bien. Mais lorsque tu sors en fait, toutes tes attentes changent. Du coup, toi en fait, tu vas regarder, bon, je suis parti à l'école, par exemple, j'ai payé 4 000 $ l'année. Ok, donc toi tu fais tous ces calculs-là en fait et à 25 ans, tu te vois déjà rouler dans une Porsche, ce genre de choses-là. Du coup, toutes tes attentes changent et tu vas regarder en fait, c'est où on m'offre le plus d'argent. C'est où je vais avoir le plus rapidement une promotion pour pouvoir réaliser mes propres rêves. Tout ce qui est rêve, on va dire, lié au matériel. Ok. Donc ça en fait, c'est personnel. Donc tes attentes ont changé. Ok, parce que après tu vas voir tes amis, d'autres, vous avez fait, on va dire, les bancs ensemble, vous êtes pas dans la même université et la personne, elle gagne plus que toi par exemple. Pourtant, c'est pas parce que tu es moins intelligent que la personne. C'est vraiment qu'elle a accepté des offres que toi, peut-être que tu n'as pas eu, que tu n'aurais pas accepté. Ça, c'est vraiment sur le plan personnel en fait. Maintenant, si on le voit en fait sur le plan nationaliste, ok, j'aime mon pays, je veux servir mon pays. Si tu veux servir ton pays, en fait, ce qui veut dire que toi, tu seras plus enclin à rester. Elle sera plus enclin, par exemple, à rester au Sénégal. Parce que ce qui lui importe, en fait, sa mission, comme on le fait à lui et tout, elle, sa mission, c'est de participer, en fait, au développement de son pays de façon directe. Parce qu'encore une fois, il y a plusieurs manières de participer au développement de son pays. Plusieurs manières. Ouais. Voilà. Donc, elle veut faire ça de façon directe. En tant que médecin, elle veut soigner des Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire. Donc là, c'est plus un truc intéressé, c'est vraiment du patriotisme pur en fait. Donc là, ça dépend. Si la personne a un niveau de patriotisme assez élevé, je pense qu'elle va pencher sur je veux servir mon pays. Et ça c'est une éducation en fait. En vrai, c'est une éducation. Quand tu grandis, on te dit que tu dois servir ton pays. Je connais des amis, eux, ils veulent être militaires. Lui, il veut servir son pays. Tu lui parles d'entrepreneuriat, c'est pas son problème. Ça, c'est la manière dont il a grandi. C'est dans ça, en fait, il se sent épanoui, en fait. Je vois. Alors que l'autre personne, ça sera pas ça, en fait. Donc, ça dépend vraiment, en fait, des aspirations de la personne. Ok. Et on va dire de la manière elle a été éduquée, en fait, qu'elle va décider. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, d'accord. Donc, j'ai vraiment pris le temps de t'écouter et je pense qu'il y a vraiment des points clés dans tout ce que tu dis. Moi, presque, si moi je dois ajouter quelque chose là-dessus, je pense que la première raison qui pousse cette jeune fille en question à avoir cette réaction, c'est d'abord le désespoir. C'est parce que je me dis qu'elle a évolué dans un système et où elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas vraiment d'issue quand on finissait en tant que jeune de trouver de l'emploi. C'était vraiment très difficile comparé à d'autres pays parce que quoi qu'on le veuille, on n'a pas nécessairement besoin de sortir de la Côte d'Ivoire pour comprendre un peu ce qui se passe dans le monde en fait. Sur les réseaux, des médias, on voit un peu tout ce qui se passe dans d'autres pays. Je prends un exemple pur et simple. Quand on voit un peu ce qui se passe en Finlande par exemple, qui est l'un des pays qui détient le système éducatif, le meilleur système éducatif au monde. Et quand tu regardes un peu le système qu'ils utilisent, comment les richesses sont reparties, sur quel système éducatif le pays a décidé de fonctionner, sur le fait que l'éducation est vraiment privilégiée.
ils se rendent compte que, ok, ils vont s'être étudiés, mais en fin de compte, ça ne va pas, ils vont pas pouvoir atteindre en fait les objectifs, ils vont pas pouvoir avoir de l'emploi. Et puis, pour ceux qui vont vouloir se lancer dans une carrière entrepreneuriale, ça va être vraiment difficile, complexe. Tu vois un peu. Donc, c'est vraiment là aussi où je te rejoins quand tu dis par exemple qu'il faut s'assurer qu'il y a une bonne gouvernance et que les gouvernements en place créent un climat pour pouvoir permettre aux personnes qui sortent de s'insérer plus ou moins facilement dans la société. Tu vois un peu. Et puis, la deuxième raison, j'ai vu à parler de ça dans l'une de nos récentes vidéos. Je disais que pour un homme, pour un être humain, l'argent est pratiquement au centre de tout. Le bien-être surtout est pratiquement au centre de tout. On prendra, et ça je l'assume, mais on prendra la plupart des institutions, la plupart des entreprises, du privé ou du public, qui payent le mieux. C'est pas en Afrique qu'on va les retrouver. Mais on va prendre le PIB dans la plupart de nos pays. On va évaluer les richesses. On va aussi se rendre compte que certains pays africains sont plus riches Bien sûr. que beaucoup de pays qui, eux, ont un faible taux de chômage. Donc, il y a vraiment un déséquilibre et ça ne donne pas l'impression que rester serait la solution. Donc, moi, je vais dire, dans son cas, on va dire à 40%, la plupart du temps, pour des jeunes rêveurs qui veulent vraiment être bien, être frais, être dans un environnement vraiment adéquat. Personne ne va risquer sa peau pendant qu'il a l'opportunité d'aller voir ailleurs. Personne ne va le faire. Et puis, troisièmement aussi, c'est la force, ou bien si tu veux, c'est de la façon dont on voit tout ce qui vient de l'extérieur. Tu vois un peu, et tu as tellement bien illustré cela. Une personne qui va aller étudier ailleurs et qui va rentrer au pays est toujours mieux vu que celui qui a étudié au pays, et selon moi-même qui connaît plus les réalités du pays que celui qui est allé étudier à l'étranger. Donc pour moi, ces petits points-là, ou plus ou moins la plupart des points que nous avons énumérés, d'une manière ou d'une autre, influencent cette génération qui a bien envie, peut-être au départ, parce qu'on est tous patriotes quand on aime tous notre pays, on veut tous l'évolution de notre pays, mais quand on se retrouve confronté à toutes ces difficultés, ça nous pousse vraiment à l'extrême, à vouloir se surpasser, parfois même passer par des voies pas du tout légales, tu vois un peu. Donc moi je me dis à un moment donné, il faudrait qu'on s'asseye puis on se dise, mais qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Africain pour pouvoir vraiment régler le problème. Donc toi en tant que jeune, ayant rencontré plusieurs difficultés, qu'est-ce que tu penses qu'il y a lieu de faire? Quelles sont les initiatives qui doivent être prises afin de pouvoir freiner un tant soit peu, ou si on veut réduire ce taux de chômage, et puis aussi inciter cette jeune génération-là à croire de nouveau en notre patrie, en nos autorités, et puis aussi à faire en sorte que on puisse rester là où on est et puis vraiment se démerder pour être vraiment bien positionné. Moi, je pense que il y a certaines choses qu'on peut déjà faire, que d'autres pays ou qu'on voit ailleurs. Par exemple, par rapport à ce que tu as dit, juste pour revenir sur la fille, en fait, il y a un truc aussi qu'on n'a pas cité, c'est le manque d'exemple. Ok. Elle a personne dans son environnement direct qui est resté en Afrique, et qui a eu par exemple une belle vie. Elle a pris l'exemple de ses professeurs qui sont obligés de faire 2-3 jobs, alors qu'elle s'est dit que si elle va à l'extérieur, elle aura un seul job, elle sera bien payée, donc elle aura le temps pour d'autres choses. Pourtant, c'est pas toujours vrai en fait. C'est ce qu'on fait, on essaie vraiment de faire avec l'incompris. Il y a des personnes qui sont des exemples. Seulement qu'eux, on ne les met pas en avant. Il n'y a aucun média qui nous fait croire que telle personne a fait ça. Si nous, on ne nous parlait pas de Sundiata, on ne saurait jamais en fait qu'il y avait un roi aussi puissant. Si on ne nous parlait pas de Mansa Moussa, on ne saurait pas qu'il a été plus riche que Bezos, Elon Musk réunis en fait. Pourtant, c'est des réalités, c'est des personnes qui ont vraiment existé, ce sont des Africains. Mais nous-mêmes, on ne les met pas en avant. Du coup, quand nous, on se réveille et tout, c'est ce qu'on voit, qu'on prend. Ça devient une réalité. Très d'accord. Pourtant, si par exemple, si quelqu'un qui doit commencer,
Si elle, par exemple, elle prend le risque, ok, elle reste en Afrique et tout, elle ne sera pas, on va dire, mal payée. Si elle regarde la manière de payer dans son pays, elle ne sera pas mal payée, elle sera très bien payée. Mais c'est quand tu compares que tu verras que tu es mal payé. C'est toujours ça, en fait. C'est la comparaison qui fait qu'on a l'impression que ça ne va pas. Mais tant qu'on ne se compare pas, ça va. Et elle prend le risque, en fait. Elle fait ça. Du coup, si une personne d'autre, ok, qui a eu les mêmes offres qu'elle, décide de dire, ben, actuellement, je suis tiraillé, en fait. Et voir que mais il y a quelqu'un qui a bien fait et après elle devient, je sais pas, elle découvre un remède contre le cancer, ce genre de choses, ça va motiver d'autres de là où elle vient en fait. Quand l'histoire est racontée, on va dire ok, il y a quelqu'un en Afrique qui l'a déjà fait, donc je peux faire aussi. Tu vois, donc déjà les exemples qu'on a en fait comme première solution, ok, les exemples qu'on a, les success stories qu'on a en Afrique, les mettre en avant. Surtout ceux qui ont réussi en Afrique qui ne sont pas sortis. Ok, super. Les mettre en avant pour qu'on sache que ça a déjà existé ou ça existe déjà. Du coup, on ne va pas se dire que c'est juste une invention. On peut s'inspirer de leur parcours. Ok, ça c'est la première chose. Okay. Deuxième chose en fait, qui pourrait participer à la réduction du taux de chômage, c'est toujours à la base le système. Ok, faudrait pas en fait qu'on s'oriente juste pour s'orienter. Avant de s'orienter dans des études, on doit savoir en fait qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce que le monde actuel a besoin de ce que j'apprends? Si le monde actuel n'a pas besoin de ce que j'apprends, comment je vais package ça pour offrir ça au monde actuel? Je vois. C'est tout en fait. Quelqu'un qui a fait la philosophie, tout le temps je prends l'exemple en fait. C'est pas comme je suis contre. Ouais, non, mais j'adore la philosophie en fait. Que voilà, j'adore la philosophie. Il y a ce truc de c'est toujours resté à l'époque de Platon. Ok. Ça n'a pas changé en fait. Pourtant, on peut faire une philosophie basée sur les effets des réseaux sociaux en fait. Ok. Ça, moi je pense que, je sais pas, j'ai pas développé, mais je pense que nous expliquer en fait pourquoi en fait l'humain naturellement on va chercher des gemmes. C'est psychologique, mais en fait ça c'est philosophique. Ouais. Parce qu'il y a un besoin qui n'est pas assouvi. Dans ces nouveaux thèmes-là en fait, les aborder en fait. Ok. Tu es philosophe dans ça, c'est cool. Mais si tu vas apprendre des citations de Platon, moi je me dis ça ne sert à rien en fait. Donc si je comprends bien d'abord, avant que tu continues, du genre actualiser. Exactement. À notre système éducatif, tout ce qui vient en fait, de telle sorte qu'on soit vraiment à jour. Exactement. Aujourd'hui, on veut bien pouvoir discuter dans les salles de classe. Exactement. De ce dont tu parles là. Exactement. Il faut qu'on discute des sujets parce que la base de la philosophie, c'est la discussion, c'est la réflexion. Okay. Mais réflexion sur les sujets actuels. Ouais. Les sujets, les problèmes des siècles passés ne sont pas nos problèmes. Donc, soyons concentrés sur nos problèmes actuels. Là, ça a un sens pour moi, en fait, de se dire, ok, je vais faire la philosophie parce que mon but, c'est de comprendre, ok, le système actuel et proposer des solutions. Ok. Ça va faire la philosophie. Ok, tu vois. Mais si c'est pour juste aller apprendre, faire des boileaux, puis nous emmerder, ça va, laisse tomber. Donc, savoir dans quel domaine on s'oriente. Est-ce que le monde actuel a besoin de ça? Si ça n'a pas besoin de ça, comment on le package? Ça, c'est la première des choses. Mais je dirais même pour faciliter, en fait, il faut qu'on supprime des filières, en fait. Pour moi, déjà à la base, en haut là, il faut qu'on supprime des filières, en fait, qui ne nous servent à rien. Et après, quand les besoins seront là, on les renouvelle. Ou on les ouvre encore et les étudiants vont pouvoir les choisir. Moi, je veux bien comprendre ce que tu es en train de dire. Donc, en gros, ça voudrait dire que on supprime la philosophie. Un exemple pur et simple. Hein. On peut peut-être supprimer la géographie. Je suis dans une analyse. On peut peut-être supprimer, on va dire quoi, le français, par exemple, pour notre système. Et puis maintenant, peut-être à la place, on pourrait peut-être mettre un coup en relief avec l'agriculture. Exactement. Ou peut-être l'élevage. Exactement. Ou peut-être la production et la transformation de nos matières premières. Exactement. En fait, ce que je dis, c'est si quelqu'un, par exemple, tu vas à l'université, pourquoi il y a tronc commun encore en fait? Ok. Pourquoi on fait tronc commun à l'université? Nous, on a fait droit, mais on a fait tronc commun. C'est à partir du master, licence 3, tu commences à se spécialiser. Alors que normalement, quand une personne a des skills dans certaines choses, il faut qu'on maximise sur ça en fait. Ok. Pourquoi on nous embrouille avec toutes ces 23-25 matières? Ça ne sert à rien en fait. Juste spécialisons-nous. Ok. On a déjà trop de généralistes en fait. Mais on n'a pas de spécialistes. Le monde a besoin de spécialistes en fait. Les plus riches sont des spécialistes. Pas faux. Parce que tout le monde peut être généraliste. Moi, je prends 2-3 bouquins, je lis tout et je suis généraliste. Mais être spécialiste, ça demande genre 10 000 heures en fait de travail dessus. Donc, si des gens peuvent se spécialiser, trouver juste un seul domaine, ok, où ils sont focalisés dessus, on va créer des génies.
Ça, moi, je suis totalement certain, en fait. Parce qu'on est trop intelligent. On a tellement appris tellement de choses. Si on se concentre sur une chose, tu verras qu'on allait avancer plus vite, en fait. L'exemple de Helio. Nous, on n'a pas de matière. On a des missions. Pourquoi ne pas avoir la même chose, en fait? Ok. Je pense qu'à partir après la terminale, on a une petite idée de ce qu'on veut faire. Même si tu n'es pas sûr. Mais si la personne, je veux faire ça. Ok, bon, moi, je veux faire du droit. Je veux devenir avocat. Ok, le système doit être taillé de sorte que la personne fasse des plaidoiries. La personne comprenne comment on fait. Pourquoi lui faire des dissertations, des histoires du droit, ça ne sert à rien en fait. C'est juste des exemples en fait pour que tu comprennes un peu mon raisonnement de. Faut qu'on retravaille tout en fait. De sorte que même si après en fait tu ne deviens pas avocat, tu aurais exercé le métier d'avocat. Est-ce que tu aurais appris comme compétences, tu pourras les appliquer dans d'autres domaines de ta vie ou même devenir entrepreneur et tout. Donc ça c'est au niveau du système, tu vois, les deux. Troisième élément et dernière solution que moi je proposerais, c'est aussi vraiment encourager l'entrepreneuriat, mais pas juste dire aux gens de devenir entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, il y a une école. Il y a une école de l'entrepreneuriat en fait, parce que c'est comme copy-paste en fait. L'idée est là, tout le monde a l'idée, mais il y a des gens qui ont déjà fait en fait. Et le process, tu dois le follow. Tu ne peux pas devenir le meilleur sportif au monde si tu ne t'entraînes pas 7 fois par semaine. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des bases en fait. Si on veut dire que quelqu'un soit entrepreneur, déjà, c'est lui faire comprendre c'est quoi être entrepreneur. Voici le nombre de travail d'heures de travail que ça va te demander. Tu auras besoin de financement. L'État peut aider à financer. On peut créer des champions nationaux en fait. C'est une compétition. Moi, je me dis, toutes les petites boîtes et tout, on les met ensemble. Une sorte d'incubateur national. Mais c'est pas une petite entreprise, c'est l'État qui le fait en fait. De la manière, on dit, ok, il y a le major de la promo de l'année temps au bac. On fasse ça, le major des startups. Et les gens vont compétir. Et ceux qui vont gagner, en fait, on leur donne de l'argent pour pouvoir vraiment développer leurs idées. Et mais pas que l'argent, le mentorship qu'il faut, les coachings qu'il faut. Pour qu'en fait, derrière, les gens vont devenir entrepreneurs, mais sachant très bien pourquoi ils sont entrepreneurs. Et même ceux qui sont dans le secteur informel, en fait, aujourd'hui, ils n'ont pas accès au crédit. Tu connais plein de dames dans les marchés, ce sont des entrepreneurs. Ok, ce sont des entrepreneurs seulement qu'on n'a pas professionnalisé leur activité. Du coup, étant donné que ce n'est pas professionnalisé, elles n'ont pas accès au crédit. Elles ne peuvent pas aller à la banque pour prendre des crédits. Des personnes qui leur donnent des crédits, leur donnent à des taux exorbitants en fait. Pourtant, s'il y avait vraiment je sais qu'il y a de l'argent, mais la distribution n'est pas bien faite à mon sens en fait. D'accord. Tu vois, donc c'est ça, c'est vraiment un package de tout. Les gens veulent être entrepreneurs, mais vraiment les aider. Mais vraiment en fait quoi, pas juste dire ok, les gens chôment, il faut devenir gérant de cabine et tout. C'est des rêves qu'on brise en fait. Parce que la personne, quand elle devient gérant de cabine, elle reste dans ça en fait. Pas du temps. Parce qu'on est forcément le produit de ce qu'on fait toujours. Donc, tu vois, moi, je pense que si on essaie vraiment d'appliquer ces différents éléments-là, on peut réduire le taux de chômage vraiment considérablement. Très d'accord avec ce que tu es en train de dire. Et au passage, je voudrais faire un big up ou plus ou moins féliciter Orange, qui est plus ou moins dans cette démarche-là. Je pense que chaque année, elle crée, on va dire, l'environnement qu'il faut pour des personnes qui ont des idées. Je pense que derrière, il y a un mentoring aussi qui suit derrière. J'ai plusieurs fois vu ça. C'est déjà très encourageant. Mais pour revenir à ce que tu dis, c'est pas assez. C'est moi peut-être la seule entreprise que je connais. Peut-être il y en a 2 ou 3, mais encore, c'est pas assez. Il faudrait que ça devienne vraiment une politique nationale. De telle sorte que... Je vois aussi quelqu'un peut-être en train de nous regarder et dire, mais les gars, on va pas tous devenir entrepreneurs. De toutes les façons, il faut des entrepreneurs, il faut des personnes pour travailler. Et moi, je voudrais répondre à cette personne en lui disant que plus il y a d'entrepreneurs, plus on réduit le taux du chômage. Parce que quand ces entrepreneurs-là viennent et qu'ils créent de l'emploi, ils embauchent les personnes qui n'ont pas envie de devenir entrepreneurs. Voilà, donc le ratio est fait de telle sorte qu'il y aura toujours moins d'entrepreneurs et plus de personnes qui veulent travailler. Mais on parle en termes d'absorption, en fait, si ce mot existe bien sûr, de la main d'œuvre qualifiée en fait déjà. Donc voilà un peu comment on oriente les choses. Moi, et juste pour ajouter en fait, il faut qu'on soit vraiment clair sur le thème entrepreneur. Moi,
c'est pas quelqu'un qui est CEO d'une entreprise qui est forcément entrepreneur. Non, c'est le mindset en fait. L'entrepreneur, c'est il y a un problème, je trouve la solution. D'accord. Moi, c'est vraiment quand j'utilise le terme entrepreneur, c'est plus dans ce sens-là. Même si tu es employé, mais sois un employé avec un mindset d'entrepreneur. Ok. C'est vraiment dans ça en fait que je suis. Ouais, non, mais c'est clair. Je pense que tu fais bien vraiment d'éclairer notre lanterne, plus ou moins de revenir encore là-dessus. C'est tellement vrai, c'est tellement quand même assez important ce que tu es en train de dire. Et j'espère qu'on comprend la chose de la même manière pour nous tous en fait. Voilà, donc moi, s'il y a quelque chose que je voudrais ajouter, parce que je ne vais pas me répéter encore avec, je pense que je suis un peu dans le même carnaval de ce que tu as dit. S'il y a quelque chose que je dois ajouter tout simplement, c'est de créer l'émulation en fait sur la nouvelle génération à venir. Et ça, on ne peut que le faire personnellement, à mon sens, que par l'éducation déjà. C'est dire à cette jeune génération, ou bien en fait nous déjà, et puis ceux qui viendront après nous, que bah voici, on a fonctionné dans un système pendant à peu près 60 ans. Voici un peu où nous en sommes. Voici un peu ce qu'on a comme objectif. Et voici où on a envie d'aller déjà. Et en définissant déjà cette politique-là, on pourra définir les problèmes majeurs en tant qu'Africain ou plus ou moins en tant qu'Ivoirien sur lesquels on veut vraiment taxer. Peut-être on va dire quoi pour les 10 années ou pour les 20 années à venir. Et qu'est-ce qu'on fait? On crée maintenant un système éducatif autour de ce besoin. Je prends un exemple terre à terre, l'agriculture. On sait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait partie des États agricoles qui arrivent quand même un temps soit peu à subvenir à ses besoins. C'est quand même étonnant, mais bon, ça déroge un peu à la règle pour être vraiment un pays économiquement puissant, il faut être industrialisé. Peut-être qu'on dérobe un peu à la règle d'une manière ou d'une autre. Je vois un peu, mais je me dis, bon, voici, étant donné que ça, ce sont nos forces, pourquoi ne pas insérer ça dans le système éducatif, de faire en sorte que ce secteur-là puisse absorber un certain nombre de diplômés quand ils finissent bien sûr leurs études. Donc on pourrait plus ou moins s'intéresser à plusieurs secteurs comme ça en Côte d'Ivoire où il y a vraiment un challenge. Voilà, où il y a vraiment un challenge et où on sait que c'est porteur, tu vois un peu. Donc pour moi, c'est un peu comme l'offre et la demande, examiner, créer l'environnement qu'il faut, créer l'offre qu'il faut en fonction de la demande. Et lorsque on arrive à ce niveau, je pense que on va d'une manière ou d'une autre commencer à éradiquer. Maintenant aussi, j'ai toujours un souci avec cette conception de secteur informel. On va bien sûr en parler, on va avoir le temps de vraiment détailler cela dans une prochaine vidéo. Secteur formel, secteur informel. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là pour ce qu'il y a comme solution. Il y en a d'autres, ça c'est sûr. Et si vous avez des solutions, n'hésitez pas à ajouter ces solutions en commentaire, à partager avec nous. Et puis, on espère qu'ensemble, on va pouvoir réduire le taux de chômage. Parce qu'au bout d'un moment, on a comme l'impression que la jeunesse africaine est tellement découragée qu'elle a tendance à vouloir tout le temps partir en Europe parce que peut-être la vie est meilleure là-bas, etc. Qu'est-ce qui provoque ça? Beaucoup de personnes en parlent, mais on veut voir la situation, on veut voir ce problème sous d'autres angles pour voir qu'est-ce qui réellement provoque ça, comment on peut freiner cette fuite de cerveau. Il y a beaucoup d'États qui ont eu à le faire par le passé. C'est pas nous que ça arrive, hein. On n'est pas les seuls à qui ça arrive, mais les autres ont pu quand même fixer ce problème. Pourquoi nous, en tant qu'Africains, on n'arrive toujours pas encore à fixer ce problème? Donc, si c'est vraiment un sujet qui vous passionne, restez toujours avec nous. On va en parler, on va aller vraiment dans les fonds, on va faire des recherches, tout ça, et puis on va vraiment prendre le temps de vraiment s'étaler sur la chose. D'ici là, on vous remercie. Merci d'être resté avec nous et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Merci encore une fois de plus. Si tu as un mot de fin avant qu'on finisse. Rien à ajouter, merci et puis à la prochaine. Bye bye.